des informations sur ce grand échec des renseignements militaires et du Shin Bet, la sécurité intérieure, eh bien cela court depuis les jours qui ont suivi l'attaque du 7 octobre. Tout d'abord, les jeunes soldats qui étaient devant leurs écrans et qui suivaient les préparatifs du Hamas depuis presque un an n'arrêtaient pas d'alerter leurs supérieurs pour leur dire attention, il se prépare quelque chose, il se prépare quelque chose. Et on a fini par leur dire allez, arrêtez de nous envoyer ces informations, cela ne vous concerne pas. Et puis par la suite, on a appris qu'effectivement, il y a eu des informations, des renseignements qui venaient du Hamas. En avril dernier, il y a eu une première alerte justement à propos d'une possibilité d'attaque de grande envergure du Hamas sur les localités israéliennes avoisinantes. Ça n'a pas eu lieu. Et puis alors ce fameux document, oui, il court en Israël depuis une dizaine de jours, 40 pages, tout y était. Une analyste des renseignements militaires avait considéré que c'était du sérieux et qu'il fallait effectivement en tenir compte. Eh bien, elle n'a pas été écoutée, on voit le résultat. Que le 7 octobre, 32 bataillons de l'armée israélienne étaient déployés en Cisjordanie à l'occasion de la fête de Simchat Torah, la fête de la Torah, pour garder les colons qui préparaient notamment des événements dans des villages palestiniens. On peut faire un parallèle avec la surprise en 1973, la surprise de l'attaque des pays arabes à l'époque pendant Yom Kippour. Ben écoutez, oui, tout à fait. C'est le même genre de ce que l'on appelle la conception. C'est une vision de l'ennemi développée par les renseignements militaires au plus haut niveau. On pense que voilà ce que nous comprenons, voilà ce que nous savons, et tout ce qui sort de cette vision, tout simplement, n'est pas accepté. C'est exactement ce qui est arrivé. On m'a dit aussi que cela venait tout simplement du problème de la Startup Nation. Trop d'informations. Il y a eu l'année dernière une grande recherche au sein des renseignements militaires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon un des responsables de la fameuse unité 8200, qui est l'unité informatique de recherche de l'armée israélienne, comme quoi on n'a plus besoin de renseignements humains et de grandes analyses venues de l'extérieur. On enregistre toutes les informations, des milliers, et puis l'ordinateur, les algorithmes vous donnent la réponse. C'est probablement ce qui est arrivé. Il y a même eu un moment où l'écoute des téléphones portables et du renseignement électronique a été pratiquement arrêtée sur certains éléments de la bande de Gaza. Donc cela fait partie d'une conception. À la base de tout cela, il y a la grande idée politique, à savoir que le Hamas, eh bien, c'est une organisation fondamentaliste, certes, dangereuse, certes, mais ce qu'il recherche, c'est avant tout pouvoir contrôler la bande de Gaza. Il suffit d'accepter de leur envoyer des fonds. Benjamin Netanyahou a autorisé le financement du Hamas à une importance sans précédent. Selon Ismaël Haniyeh, un des chefs du Hamas, en 2020, le Hamas avait reçu du Qatar 1 milliard de dollars. Et puis alors, tout ce qui rentrait dans Gaza, ou une grande partie pour la reconstruction, ça partait dans les souterrains. Alors la grande idée, si le Hamas donc peut gérer Gaza financièrement, on autorise également des ouvriers gazaouis à aller travailler en Israël, ce qui ramène des salaires. Et puis donc voilà, simplement c'était oublier la chose fondamentale. Le Hamas est une organisation intégriste, fondamentaliste, qui a une autre vision que tout simplement contrôler Gaza, mais de gagner la guerre contre Israël. Le New York Times, Charles Anderlin, ne dit pas si les services de renseignement ou l'armée qui ont détenu ce document avaient transmis au pouvoir politique ce document. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une responsabilité de Benjamin Netanyahou de ne pas avoir vu, ou au contraire, est-ce qu'ils auraient été transmis de toute façon à son cabinet et il ne les aurait pas lus, ou les aurait lus et aurait pris une décision inverse, justement, qui était celle que vous venez de souligner ? C'est-à-dire celle de se focaliser sur la Cisjordanie ou de faire en sorte que le Hamas continue à avoir des fonds, mais justement à ne pas penser qu'une attaque soit possible. Écoutez, une attaque possible, la grande idée, c'était
des renseignements militaires, et le chef des renseignements militaires, l'année dernière, dans une conférence, a annoncé que pendant les 5 années à venir, il n'y aurait pas de guerre entre Israël et ses voisins, ou même, bien entendu, le Hamas. Maintenant, la responsabilité, évidemment, remonte jusqu'au plus grand échelon, jusqu'à Benjamin Netanyahou. C'est lui qui a mis en place cette vision selon laquelle il faut aider le Hamas à se renforcer, à rester à Gaza, quitte à l'affronter de temps à autre avec des tirs, des bombardements lorsqu'il tire des roquettes, mais dans l'ensemble, la stratégie israélienne est de séparer Gaza de la Cisjordanie. À partir de là, les affaires militaires, c'est tout simplement un problème tactique. Vous savez, Benjamin Netanyahu a quand même approuvé la construction de la grande barrière électronique et qui est également souterraine autour de Gaza pour 3 milliards de shekels. Cette barrière a duré 10 minutes le 7 octobre. Donc il a sa responsabilité. La responsabilité revient toujours au chef. D'ailleurs, il le dit, c'est moi qui suis le responsable. Donc il y aura une commission d'enquête après la guerre, vous pensez? Bah oui, ce sera nécessaire. La question est de savoir est-ce que Benjamin Netanyahou la veut. Je ne suis pas sûr. Il est question d'une commission d'enquête gouvernementale qui n'aura certainement pas les pouvoirs judiciaires d'une commission d'enquête en bonne et due forme présidée par un juge de la Cour suprême. Donc là, on ne sera pas dans le même scénario qu'en 1973, au moment où il y avait une commission d'enquête avec Golda Meir, effectivement, qui avait été remise en question à l'époque. On ne sera pas dans le même schéma. À l'époque, l'échelon politique n'avait pratiquement pas été touché. C'est l'échelon militaire qui a été remis en question. Maintenant, cette fois, la bataille de Benjamin Netanyahou, outre la guerre qui se déroule à Gaza, la guerre de Netanyahou, c'est de la survie politique après la guerre. Les élections auront lieu que dans 3 ans normalement. Pour l'instant, il s'agit de bétonner la coalition gouvernementale, de veiller à ce que la Cour suprême soit présidée par un juge proche du pouvoir, de la droite israélienne, et puis l'affaire est avant tout politique en Israël. Vous savez, par exemple, en ce moment même, le budget, le pays en pleine guerre, il y a un problème budgétaire, la guerre coûte très cher, eh bien on continue à financer par exemple les écoles talmudiques qui ont reçu 40% de budget supplémentaire, alors que l'enseignement supérieur séculier, lui, est réduit de 500 millions de shekels. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le changement de régime est toujours là, que Benjamin Netanyahou, son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est le chef du parti sionisme religieux et un colon radical, veille à bétonner la coalition gouvernementale par des budgets très importants et veiller surtout à ce qu'à l'issue de cette guerre, eh bien, ils resteront tous là, les 64 députés de la coalition sur 120, pour empêcher le cas échéant. Ce n'est pas le seul scénario possible, j'imagine. Il y en aura d'autres. Maintenant, vous savez, la guerre risque encore de durer pas mal. Merci beaucoup, Charles Anderlin, d'avoir été avec nous. Auteur de Israël, l'agonie d'une démocratie. Et c'est publié au Seuil. Bonne soirée. Bonne soirée. On October 2nd, 2018, journalist Jamal Khashoggi walked into the Saudi consulate in Turkey and never came back out. Around the time of his murder, a powerful spyware may have been used to surveil his family. Around the time of his murder, a powerful spyware may have been used to surveil his family.